Bonjour Delphine Chaume. Bonjour. Bienvenue dans le Forum des Humanités que vous connaissez déjà, puisque vous étiez intervenu l'année dernière au sujet de la rumeur d'Orléans. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un autre classique des sciences humaines, c'est Les damnés de la Terre de Frantz Fanon. Alors, vous intervenez à double titre, vous êtes productrice d'un livre un jour sur France Télévisions, et vous êtes également intervenante à l'ESCE régulièrement dans divers cours du premier cycle. On va donc parler aujourd'hui des damnés de la Terre de Frantz Fanon. C'est un choix que vous m'avez suggéré et que j'ai découvert. Je connaissais le texte, bien sûr, mais je ne l'avais jamais lu. Et j'ai été frappé par ce texte qui était devenu un classique immédiat, par son style. On ne s'attend pas du tout, en lisant un classique, notamment en sciences humaines, à trouver un style si détonnant dans la littérature classique. Et je vais en donner un exemple tout de suite, parce que je pense que c'est ce qui sera le plus parlant. Si, en effet, ma vie, donc là c'est Frantz Fanon qui parle, a le même poids que celle du colon, son regard ne me foudroie plus, ne m'immobilise plus, sa voix ne me pétrifie plus, je ne me trouve plus en sa présence, pratiquement, je l'emmerde. Oui, alors c'est effectivement le style de Frantz Fanon, qui est très lyrique, très percutant à énormément de moments. En fait, il mélange les niveaux de discours, les niveaux de langue, donc c'est une langue très soutenue et en même temps très crue. Les niveaux de discours différents aussi, parce qu'il y a une analyse politique en même temps qu'une analyse culturelle, que des cas cliniques, parce qu'il était psychiatre, et ça on y reviendra. Donc très concret en même temps. Et il englobe toute la situation des pays colonisés. C'est à la fois un cri d'alarme, ce texte, et en même temps, c'est très visionnaire parce qu'il envisage toutes les difficultés de l'indépendance. Alors, c'est un contexte particulier parce que le texte est publié en 1961. Ouais. Donc bon, en Algérie, à ce moment-là, le 11 avril, il y a eu le discours de Gaulle sur l'Algérie comme étant potentiellement un État-nation souverain. Le 22 avril, c'est le putsch des généraux. Et le 17 octobre 61, donc très peu de temps avant la parution de ce texte, c'est la manifestation qui tourne au massacre à Paris, au massacre des Algériens. Et donc, quand ce texte paraît aux éditions Maspero, il est interdit immédiatement à la sortie de l'imprimerie sous le motif d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Mais il va quand même circuler sous le manteau et la presse va s'en faire largement l'écho, notamment grâce à la préface de Jean-Paul Sartre. Oui, c'est aussi un des éléments qui a donné sa notoriété au texte. C'est Jean-Paul Sartre qui écrit la préface donc, de Damnés de la Terre. D'ailleurs, la préface a été davantage lue que le texte lui-même. Et Sartre note une chose, c'est que c'est la première fois, dit-il, qu'un texte écrit par un colonisé, alors je reprends bien les termes de l'époque, s'adresse non pas aux Occidentaux, pour les alerter, les alarmer, mais aux colonisés eux-mêmes. Donc ça nous exclut, nous, Occidentaux, du regard. On lit un texte qui n'est pas destiné à nous. Et c'est aussi potentiellement la puissance du texte qui est là. Oui, alors justement, il faut aussi noter que Frantz Fanon l'écrit alors qu'il va mourir. Il sait qu'il va mourir puisqu'il est atteint d'une leucémie. Donc c'est un peu comme une sorte de testament, ce texte, qui s'adresse effectivement aux déshérités des pays pauvres. Et c'est là aussi, voilà, les damnés de la Terre. C'est aussi ça la singularité de ce texte à cette époque, puisque la classe ouvrière à cette époque ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe dans les colonies. Et Fanon le dit bien dans ce texte, en fait, les analyses marxistes ne s'appliquent pas forcément aux pays pauvres, aux pays colonisés, parce que l'espèce dirigeante, comme il dit, vient d'ailleurs. Donc les analyses ne sont pas forcément pertinentes, les analyses marxistes. C'est pas dominant-dominé, en tout cas exploiteur-exploité, c'est étranger, autochtone en fait. Absolument, exactement, c'est ça. Et il s'intéresse aussi non seulement donc, aux déshérités des pays pauvres, mais à ceux qui ont été spoliés de leurs terres. C'est vraiment tout ce qu'on a pu reprocher aussi à Fanon par la suite, c'est cette espèce de messianisme paysan, et pourtant qui est vraiment le cœur de son discours. C'est une attention très particulière aux masses rurales.
Et alors pour en revenir à la préface de Sartre, qui est effectivement très connue, qui a pu, comme vous le disiez, un peu éclipser le texte de Fanon, qui, en fait, cette préface dévoie un tout petit peu le texte de Fanon, parce qu'effectivement, alors que Fanon, lui, s'adresse aux colonisés, aux déshérités des pays pauvres, Sartre, lui, s'adresse aux Européens. Donc c'est pas du tout le même dessin, le même objectif. Et puis surtout, en fait, Sartre va radicaliser la position de Fanon sur la violence. Sartre justifie la violence. Parfois même, on a pu reprocher à Sartre d'inciter à la criminalité, alors que Fanon, lui, analyse la violence, en fait quelque chose d'une nécessité physiologique en fait pour les colonisés et pas une justification en fait comme le fait Sartre. Sur la phrase, je l'ai la phrase de Sartre qui a fait polémique à l'époque. Il faut tuer, abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. Voilà, là, certains l'ont lu et on peut le comprendre comme une apologie de la violence et du crime. Ce que ne dit pas Fanon, en fait, loin de là. Et d'ailleurs, quand le texte paraît avec cette préface, que Fanon a demandé à Sartre. Mais il est resté silencieux, Fanon, ce qui n'était pas son habitude. Il est resté silencieux sur cette préface, mais il avait demandé à François Maspero de pouvoir s'expliquer à un moment donné, c'est-à-dire de pouvoir répondre en quelque sorte à cette préface, mais il n'en a pas eu le temps. N'empêche, il y a quelque chose qui est très intéressant dans la préface de Sartre, c'est qu'en tournant le regard vers les Européens, il nous montre le colonialisme comme une production donc occidentale et comme surtout le miroir de notre propre névrose. C'est-à-dire que l'occidental s'est construit sur la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit. L'occidental, notamment le français, la Révolution française, l'héritage de la Révolution française. Or, le sort qui est réservé aux colonisés, aux indigènes, sort complètement de ce cadre. Et du coup, il y a un discours qui est à deux vitesses, vraiment schizoïde, quoi, entre d'un côté l'occidental qui a droit à l'égalité et l'indigène qui est hors de ses droits parce que hors humanité, qui est animalisé. Et on le voit dans les discours de l'époque, en fait, cette sortie de l'humanité de l'indigène, qui est un manque rien. Oui, alors effectivement, ce dont parle Fanon, c'est-à-dire que le discours du colon sur le colonisé est un discours zoologique. Grouillement, démographie galopante, le reptile jaune, etc. Et si le colonisé se révolte, c'est pas uniquement parce qu'il meurt de faim, mais parce qu'il est considéré comme une bête. Non seulement comme une bête, donc complètement déshumanisée, effectivement, mais aussi comme l'incarnation du mal. Et d'une certaine manière, le colon fige le colonisé dans cette sphère du mal, et c'est ce qui provoque d'abord la honte, et ensuite la haine. Et là, il faut revenir sur Fanon et l'expérience de Fanon, donc, qui était psychiatre, parce que c'est vraiment important pour lire son texte. Et pour bien le comprendre, Fanon fait des études en France de médecine, il va se passionner pour la philosophie et l'anthropologie, et très rapidement s'orienter vers la psychiatrie. Il va rencontrer François Tosquel à l'hôpital de Saint-Alban. Donc François Tosquel, c'est un psychiatre espagnol antifranquiste. Et là, il va comprendre que le politique et le psychique et le somatique sont liés, sont totalement imbriqués. C'est une vraie révélation pour lui. Et à partir de là, il va revenir en Algérie, il va exercer à l'hôpital de Blida, en Algérie, et il va essayer de changer le rapport entre les soignants et les aliénés. Là aussi, on est dans le vocabulaire de l'époque. Hein. C'est-à-dire que, autant du point de vue des Européens que du point de vue des musulmans, il va tenter de remettre au cœur du soin les référents culturels, de vie sociale et de langue des Algériens, donc des aliénés. Donc presque en fait un précurseur de l'ethnopsychiatrie, on pourrait dire. Et là où c'est très important, et ça rejoint ce que vous disiez, c'est que en 1956, il va démissionner
refusant en fait de soigner, c'est-à-dire de désaliéner et de remettre au cœur de la société des individus, parce que cette société est non seulement inique, c'est une société inégalitaire, meurtrière, et il refuse finalement de désaliéner ces individus, c'est-à-dire de les rendre efficaces dans cette société inique. C'est aussi la subtilité que vous notiez dans le texte de Fanon, qui n'existe peut-être pas dans la préface de Sartre, c'est que la violence dont parle Fanon, et qu'il défend, ou qu'il légitime, ou en tout cas qu'il justifie, est la violence qui est d'abord produite par le système colonial, dans les corps, dans l'esprit. Et effectivement, si lui-même libérait le colonisé de cette violence-là, le désaliéner, et ça serait une justification finalement du système colonial. Donc on voit l'imbrication entre la psyché et le social, les deux qui sont intimement liés. Je vous propose, Delphine, d'écouter un passage où on va justement revenir sur deux notions importantes, la question de la violence, évidemment, qu'on vient d'aborder, et la question du manichéisme, entre la distinction entre le bien et le mal. Je vous propose d'écouter donc Boris Beguard à ce sujet. On voit que le manichéisme premier qui régissait la société coloniale est conservé intact dans la période de décolonisation. C'est que le colon ne cesse jamais d'être l'ennemi, l'antagoniste, très précisément l'homme à abattre. L'oppresseur, dans sa zone, fait exister le mouvement de domination, d'exploitation, de pillage. Dans l'autre zone, la chose colonisée, levée, pillée, alimente comme elle peut ce mouvement, qui va sans transition de la berge du territoire au palais et au dock de la métropole. Dans cette zone figée, la surface est étale. Le palmier se balance devant les nuages. Les vagues de la mer ricochent sur les galets. Les matières premières vont et viennent, légitimant la présence du colon, tandis qu'accroupi, plus mort que vif, le colonisé s'éternise dans un rêve toujours le même. Le colon fait l'histoire. Sa vie est une épopée, une odyssée. Il est le commencement absolu. Cette terre, c'est nous qui l'avons faite. Il est la cause continuée. Si nous partons, tout est perdu. Cette terre retournera au Moyen-Âge. En face de lui, des êtres engourdis, travaillés de l'intérieur par les fièvres et les coutumes ancestrales, constituent un cadre quasi minéral au dynamisme novateur du mercantilisme colonial. Le colon fait l'histoire, et sait qu'il l'a fait. Et parce qu'il se réfère constamment à l'histoire de sa métropole, il indique en clair qu'il est ici le prolongement de cette métropole. L'histoire qu'il écrit n'est donc pas l'histoire du pays qu'il dépouille, mais l'histoire de sa nation en ce qu'elle écume, viole et affame. L'immobilité à laquelle est condamné le colonisé ne peut être remise en question que si le colonisé décide de mettre un terme à l'histoire de la colonisation, à l'histoire du pillage, pour faire exister l'histoire de la nation, l'histoire de la décolonisation. Monde compartimenté, manichéiste, immobile, monde de statuts, la statue du général qui a fait la conquête, la statue de l'ingénieur qui a construit le pont. Monde sûr de lui, écrasant de ses pierres les échines écorchées par le fouet. Voilà le monde colonial. L'indigène est un être parqué. L'apartheid n'est qu'une modalité de la compartimentation du monde colonial. La première chose que l'indigène apprend, c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. C'est pourquoi les rêves de l'indigène sont des rêves musculaires, des rêves d'action, des rêves agressifs. Je rêve que je saute, que je nage, que je cours, que je grimpe. Je rêve que j'éclate de rire, que je franchis le fleuve d'une enjambée, que je suis poursuivi par des meutes de voitures qui ne me rattrapent jamais. Pendant la colonisation, le colonisé n'arrête pas de se libérer entre 9h du soir et 6h du matin. Cette agressivité sédimentée dans ses muscles, le colonisé va la manifester d'abord contre les siens. C'est la période où les nègres se bouffent entre eux et où les policiers, les juges d'instruction, ne savent plus où donner de la tête devant l'étonnante criminalité nord-africaine. Nous verrons plus loin ce qu'il faut penser de ce phénomène. Face à l'arrangement colonial, le colonisé se trouve dans un état de tension permanente. Le monde du colon est un monde hostile, qui rejette, mais dans le même temps, c'est un monde qui fait envie. Nous avons vu que le colonisé rêve toujours de s'installer à la place du colon. Non pas de devenir un colon, mais de se substituer au colon. Ce monde hostile, pesant, agressif, parce que repoussant de toutes ses aspérités la masse colonisée, représente non pas l'enfer duquel on voudrait s'éloigner le plus rapidement possible, mais un paradis à portée de main que protègent de terribles molosses. Alors, dans ce qu'on vient d'entendre, l'un des mots clés, c'est le mot de manichéisme, la distinction entre le bien et le mal. C'est peut-être ça la différence entre le système ou la pensée marxiste dialectique, une position ou une autre et le dépassement,
Dans le système manichéen, il y a le bien et le mal, qui n'est pas le même en fonction du point de vue qu'on adopte, mais la distinction n'est pas surmontable. Il n'y a pas une troisième position qui viendrait surmonter les deux autres. Il n'y a pas de compromis possible. Oui, absolument. C'est-à-dire que le monde colonial est un monde compartimenté, est un monde sans nuances. Les zones sont étanches. La ville du colon, c'est une ville blanche, lisse, propre, apaisée. La ville du colonisé, c'est une ville sombre, sale, malfamée. Voilà, hein, c'est des espaces qui ne s'interpénètrent pas du tout. Et ce qu'il faut noter, c'est que les colonisés expulsés de la terre familiale vont se masser à l'orée de la ville coloniale, espérant y entrer, mais rejetés en fait en permanence à l'extérieur, dans les bidonvilles, attendant de pouvoir rentrer, ne pouvant pas rentrer. Et c'est là aussi que cette situation génère le ressentiment et la violence, parce que cette frustration se manifeste d'abord entre les colonisés. C'est-à-dire que la violence se manifeste d'abord entre eux. Mais la violence, elle est là. Elle est générée par la honte et la haine dont on parlait tout à l'heure. Et il faut bien qu'il y ait un exutoire à cette violence. Donc ça peut être les danses, parce que dans les danses, c'est un cercle permissif où on peut retrouver en fait quelque supériorité que ce soit de la part du colonisé. Ça peut être le retour de mythes terrifiants, parce que là, on va puiser dans une culture supposée ou fantasmée, ou des bribes de culture qui restent, mais qui permettent de retrouver un semblant d'identité qui a été perdu à cause du regard déshumanisant du colon. Donc, et là aussi, c'est très intéressant que Fanon soit psychiatre, parce que finalement, il décrit la ville coloniale sous l'angle des troubles musculaires et des troubles mentaux. Et il décrit le système colonial non pas comme une idéologie, mais comme un système d'internement qui va altérer à la fois la personnalité profonde des colonisés, mais aussi leur psychisme. Et tout ça en les cadenassant dans un lieu, en les confinant, même si c'est au grand air. Et quand on a préparé cette séance, on a évoqué le parallèle qu'on pouvait être saisissant avec la situation d'aujourd'hui, notamment avec la situation de certaines banlieues, où il peut y avoir des choses qu'on peut lire avec la lumière ou à la grille de lecture de Frantz Fanon. Quand la violence urbaine existe et qu'elle est souvent dirigée dans les populations qui sont elles-mêmes délimitées dans une zone géographique entre elles plutôt que vers l'extérieur, quand elles s'en prennent aux institutions qui sont le dehors qui vient au sein du territoire. Et je rappelle aux étudiants une chose qui est pour moi édifiante, mais qu'on oublie trop souvent, banlieue, l'étymologie, c'est le lieu du ban, le lieu du bannissement, le lieu de l'exclusion. Déjà, dans l'étymologie, tout est dit. Donc on voit que Fanon, il a un regard sur les territoires colonisés, mais qui montre aussi toute la violence dont est capable le système occidental, le système capitaliste, sur les corps, dans le plus intime, pas par l'idéologie, dans le corps. C'est le corps qui souffre. Et donc c'est le corps qui va réagir. Et l'appel à la violence de Fanon, c'est de transformer cette violence qui est autocannibale, où on se mange soi-même, vers l'extérieur, pour se réconcilier. Oui, alors ça va encore plus loin que la réconciliation. Effectivement, en fait, on peut voir des parallèles avec d'autres situations, parce qu'en réalité, ce texte de Fanon, c'est un texte sur l'oppression, quelque oppression que ce soit. Pourquoi il lance ce cri d'alarme? C'est parce qu'il voit cette violence-là, mais il se dit que cette violence, elle doit être organisée. Elle ne peut pas être effacée, elle ne peut pas être contenue. Ça, c'est ce que cherche à faire l'administration coloniale, mais ça n'est pas possible. Elle doit être organisée dans la lutte, et dans la lutte, là, en l'occurrence, pour l'indépendance. C'est à plusieurs niveaux. Au niveau collectif, puisque c'est ça qui va permettre aussi de construire une future nation, chacun étant violent, étant un maillon violent
de la chaîne, les groupes violents vont se reconnaître entre eux et la future nation est donc déjà unie. Ça, c'est au niveau collectif. Aussi au niveau collectif, il faut, étant donné ce monde manichéen dont on a parlé, on doit abolir complètement les zones coloniales. Les zones de l'autre, de l'étranger. De l'étranger, on ne peut que les abolir. Et donc, faisant exploser cette réalité par la lutte va permettre de faire affleurer une nouvelle réalité, d'autres facettes inconnues, en fait, jusqu'à présent du colonisé, de la réalité. Et donc, la violence, en réalité, est seulement une modalité de la lutte, mais elle est absolument nécessaire. Elle est fondamentale, elle est physiologique, et elle est nécessaire parce que c'est par la violence que le colonisé va pouvoir déchiffrer cette nouvelle réalité. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que Fanon ne parle pas uniquement au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. C'est que la violence va permettre au colonisé, enfin à l'individu, de sortir de l'infériorité dans laquelle il a été cantonné par le colon. Ça va lui permettre de sortir de ce regard qu'il a aliéné, enfermé jusqu'à présent, et ça va individuellement lui permettre de se hisser au niveau du leader. Voilà. Donc on voit bien que ce n'est pas une apologie de la violence pour la violence, loin de là, c'est que la violence a une fonction. Alors on a pu dire rédemptrice, mais ce n'est pas vraiment rédemptrice, une fonction de création de l'homme nouveau, et surtout, la principale fonction, c'est, comme le dit Fanon, de décoloniser l'être. Voilà. Donc ça paraît être une fonction purificatrice aussi, plus que rédemptrice, mais... Oui, en tout cas de refaçonnage, de recréation de son être, sans tomber en fait dans la tradition. Parce que ça, c'est aussi un écueil que voit venir Fanon, c'est-à-dire, on s'est fondu dans les valeurs de l'homme blanc, du colon, rejetons-les et réhabilitons la tradition et les coutumes, ce qui est complètement contre-productif pour lui. Parce que pour lui, ça c'est refluer vers le passé, c'est le contraire de la construction de la nation, c'est le contraire de l'ouverture de l'esprit, et c'est le contraire de la culture aussi pour lui, puisque la coutume pour lui c'est une détérioration de la culture. En lisant le bouquin, j'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement avec le régime de la Terreur aussi, sous la Révolution française. Après, c'est une lecture qui peut donc être critiquable ou critiquée. J'avais le sentiment à le lire que chez lui, la violence était la tactique et la stratégie réunies, rassemblées, c'est-à-dire le court terme et le moyen et le long terme. Et qu'en fait, un processus d'émancipation, d'indépendance ne pouvait être réussi que s'il allait jusqu'au bout de son cheminement, et donc la violence y aidait. Et le parallèle avec la terreur est assez saisissant, parce que pour ceux qui réhabilitent la période de la terreur, ce que je ne cherche pas à faire, la lecture est intéressante de ce point de vue-là, quand on regarde la Révolution française, jusqu'où on va. Ils disent que c'était une façon d'achever un processus révolutionnaire, sinon qu'il serait resté au milieu du gué. Et chez Frantz Fanon, là, on rentre dans une autre dimension, c'est le colonisé, l'indigène qui parle et qui pense les événements qui sont en train de se dérouler autour, d'indépendance qui apparaissent, de voir ce qui est en train de menacer de l'intérieur ces processus d'indépendance et d'émancipation. Et là, on est tous les deux saisis par ça. Il y a une dimension totalement visionnaire, comme s'il arrivait à lire de façon quasi parfaite les risques et les écueils qui allaient arriver dans les années 60, 70 et 80 même. Complètement. À mon avis, mais ça c'est personnel, c'est parce qu'il a été justement au contact de troubles psychiques au niveau individuel qu'il a pu entrevoir ça. C'est-à-dire vraiment entrevoir ce qui s'est réellement produit par la suite. Et il va très loin dans le concret de ses craintes et des préconisations pour éviter ce qu'il entrevoit. Donc notamment, il entrevoit la place problématique
du leader après l'indépendance, c'est-à-dire que le leader, plutôt que d'aider le peuple et d'accompagner le peuple à construire la nation, fige complètement les choses, assoit le pouvoir de la bourgeoisie nationale, ressasse l'histoire magnifiée des luttes pour l'indépendance et donc fait régresser le peuple vers le passé plutôt que de le mener vers le futur. Et le leader devient une sorte de courroie de transmission, de facilitateur finalement des agissements mesquins de la bourgeoisie nationale. Sur le rôle de la bourgeoisie nationale aussi, il envisage très vite que paniquer, ne sachant que faire face à l'indépendance, la bourgeoisie nationale va appeler à l'aide la bourgeoisie coloniale et fonctionner exactement de la même manière, c'est-à-dire en remplaçant les postes laissés vacants par la bourgeoisie nationale, en créant des passe-droits, en faisant émerger un système complètement corrompu et en continuant de nationaliser l'économie, pas pour la population, mais pour ses petits agissements personnels. Donc ça, il le voit aussi. Et ce qu'il craint, c'est l'avènement de la dictature. Et donc là, ça rejoint ce que vous disiez, l'avènement de la dictature et donc le rôle du parti. Quel doit être le rôle du parti dans les pays sous-développés ? Et là, c'est là où il a des préconisations très concrètes. Il dit voilà, en fait, la priorité, ça doit être l'arrière-pays. La priorité, ce sont les masses rurales. Le parti ne doit pas seulement être au contact de la population, mais le parti doit être le moyen d'expression du peuple. Donc, il faut décentraliser, il faut mettre les dirigeants du parti dans les zones rurales. Voilà, hein, ça va quand même relativement loin. De la même manière, sur la question de la jeunesse, puisqu'il entrevoit aussi, là encore, que la jeunesse va être potentiellement désœuvrée, hein, puisque c'est plus une jeunesse qui travaille la terre. Donc il faut ramener cette jeunesse-là vers les champs, vers la terre, mais aussi vers l'école et non pas vers les stades. Ça, c'est quand même assez fort. Donc, pas vers les stades, mais vers les champs et vers l'école. Donc, il mise tout sur l'éducation des masses, l'éducation de la jeunesse, parce que c'est aboutir le processus de la création de l'homme nouveau en l'éduquant. Et il dit il faut politiser la jeunesse. Mais politiser la jeunesse, pour Fanon, ça ne veut pas dire construire un discours politique, ça veut dire ouvrir le monde de l'esprit. Voilà. Et en effet, il y a plusieurs lectures qui sont possibles de ce texte de Fanon, parce que pour moi, c'est vraiment un texte-outil, avec énormément d'analyses qui peuvent être prises, décontextualisées même de ce dont il parle, du contexte colonial, etc., pour entrevoir les mécanismes de violence, les mécanismes dictatoriaux, voire même les mécanismes de radicalisation. Oui, je crois qu'en le lisant, et ça j'invite les étudiants à le faire s'ils le souhaitent, déjà ils découvriront un texte qui est intéressant par la forme et par le style. Le nombre de parallèles qu'on peut faire avec la situation présente, alors forcément, c'est toujours un peu fallacieux les parallèles, mais c'est stimulant intellectuellement que de penser l'époque actuelle avec Frantz Fanon. Absolument. Merci Delphine. Merci beaucoup.